Bonjour Rachel. Bonjour. J'ai ta sentinelle derrière toi qui veille. Elle nous a tout dit de toi ce matin. Vous avez été coloc, on sait tout. Voilà. C'est la première fois qu'on se retrouve à un événement ensemble et je suis très heureuse que vous m'ayez permis de prendre la parole ici. Mais on est hyper ravis de te recevoir et vous allez comprendre pourquoi. Rachel, elle est passionnante. Rachel Flore, pardon. Tu es avocate et cofondatrice, je vais y arriver, de Stop Ficha. Qu'est-ce que c'est que Stop Ficha ? Stop Ficha, c'est une association de loi de 1901 qui a pour objet de lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles et le cybersexisme en général. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des victimes, qu'on accompagne aussi des témoins, qu'on aide au signalement des contenus illicites et qu'on cherche à sensibiliser le plus grand nombre au cybersexisme et aux cyberviolences sexistes et sexuelles. Et c'est fou, on en parlait tout à l'heure justement, que tu sois là pour nous en parler aujourd'hui, c'est une chance parce qu'on le voit, l'actualité nous dépasse. On a vu là, récemment le procès des cyberharceleurs d'Eddie de Pretto, mais aussi ceux de Catherine Kelly qui a pris son harceleur, je crois il a pris 1 an de prison ferme. Donc on voit qu'il y a des vraies conséquences, les magistrats s'adaptent, la justice aussi. Quel est le travail en amont de Stop Ficha ? Est-ce que vous faites aussi de la prévention ? Oui, on fait de la prévention, on va dans les écoles, on a écrit un livre qui vise à faire de la prévention, mais au-delà de ça en fait, ce que je veux dire c'est qu'on a aujourd'hui des lois qui permettent de sanctionner ces infractions. C'est pour ça que les harceleurs d'Eddie de Pretto se sont retrouvés devant le tribunal. Mais le constat que je fais, c'est qu'on est quand même relativement impuissant face à la haine en ligne. L'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple le cas de Magali Berda. Aujourd'hui, on sait que depuis 4 mois, elle subit un harcèlement constant, des menaces de mort, des injures très violentes à caractère antisémite, à caractère sexiste. Tout le monde le sait. La justice fait son travail, tout le monde est mis au courant et pourtant on n'arrive pas à mettre un terme à la commission de cette infraction. Toi, tu es avocate, Rachel Flore. Comment tu es arrivée à ce sujet-là, en fait ? Pourquoi tu as décidé ? J'imagine qu'il y en avait plein d'autres. Voilà, on n'en manque pas quand on est avocat de sujet. Donc pourquoi celui-ci ? Moi déjà, je suis entrée à l'école des avocats en 2017. Il y a vraiment 5 ans, au moment du début de cette révolution MeToo, cette formidable, extraordinaire révolution culturelle féministe. Et je pense que j'ai tout de suite été embarquée dans l'envie de mettre ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire d'y prendre part. Et en tant qu'avocate, en tant que juriste, c'est absolument passionnant de prendre en charge ces cas-là, ces violences sexistes et sexuelles, parce qu'en fait, le tabou autour de ces violences, il s'est seulement levé il y a 5 ans, c'est très récent. C'est tout récent. On se rend compte aujourd'hui, tous les jours, en regardant la presse, en regardant ce que disent nos responsables politiques, les affaires en cours, etc., on se rend compte que la justice a encore beaucoup de difficultés à prendre en charge les violences sexistes et sexuelles, parce que ce sont des violences qui le plus souvent se déroulent à huis clos, loin des regards, dans l'intime, qui posent des difficultés de prescription, de preuve. Alors, de plus en plus, on essaye d'apporter des débuts de solutions. Le droit change. Il y a des présomptions de non-consentement maintenant. Il y a une prescription qui est de plus en plus longue. Mais toujours est-il que le combat n'est pas terminé. Et que moi, je suis très heureuse aujourd'hui, en tant qu'avocate, de pouvoir aider à pointer du doigt les failles, à aider ces femmes à saisir la justice et à aller vers le dépôt de plainte. Et vous savez, Gisèle Halimi, qui est évidemment une femme qui m'inspire énormément, avait dit lors du procès de Bobigny, où elle justement défendait une femme complice du délit d'avortement, que jamais elle n'avait ressenti une telle plénitude entre son métier d'avocat, qui est de défendre, qui est de plaider, et sa condition de femme. Et je crois que quand je défends ces femmes, eh bien moi aussi je ressens cette plénitude-là. On a affaire à une avocate ou pas ? On est comme ça. Merci Rachel. Voilà, on est complètement embarqué avec toi. Ton engagement, il se manifeste de 1001 façons différentes. Ça fait longtemps, hein, à la fois politique, associatif. Tu peux nous parler dans les grandes lignes de ton parcours un petit peu ? Oui, dans les grandes lignes. Écoutez, moi je suis devenue avocate donc il y a maintenant quelques années, mais j'ai toujours été engagée. Mon engagement, il passe par plusieurs moyens. Il y a la politique évidemment, parce que je suis convaincue que c'est notamment une des voies qu'on a pour faire changer les choses. Et je sais que de plus en plus les jeunes se disent mais non, la politique ça sert à rien. Et bien si, ce sont effectivement les députés que vous élisez qui vont voter les lois, qui demain vont peut-être pouvoir aider à ce que les avocats, c'est quelque chose que je porte, soient présents lors du dépôt de plainte ou d'autres lois comme celle-ci. Donc la politique évidemment, l'associatif, on en a parlé avec Stop Ficha, et puis tout simplement en étant avocate et activiste, parce que le métier d'avocat est profondément, viscéralement un métier d'engagement. Et en tant qu'activiste, je décide de faire de certains cas que j'accompagne, de certains dossiers, de certains cas particuliers, eh bien une cause qui peut-être pourra derrière aider le plus grand nombre en faisant changer les choses. Si on refocus sur Stop Ficha, comment ça se passe par exemple ? Prenons un cas concret. Un cas concret. Comment se passe la procédure
d'accompagnement? Eh ben, en fait, on nous contacte, on nous dit ce qui s'est passé, on va ensuite expliquer les différentes voies d'accompagnement possibles. Donc, on a une psychologue qui travaille avec nous, donc on offre un accompagnement psychologique. Moi, j'offre un accompagnement juridique. Et ensuite, on va aussi aider au signalement des comptes dangereux, on va aider au dépôt de plainte s'il le faut. Et ensuite, on va se tenir informé de l'évolution de la situation de cette jeune femme ou de ce jeune homme, mais il faut quand même dire que la grande majorité des victimes sont des jeunes femmes, surtout quand on parle de diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel. Aujourd'hui, toi, tu accompagnes régulièrement donc, ce genre de cas, de cas juridiquement? Oui, j'en accompagne beaucoup et je suis très contente d'être ici, mais je pense qu'on va en parler parce que je pense aussi qu'au-delà des cyberviolences, enfin même dans la lutte contre les cyberviolences, bien les entreprises ici ont un rôle à jouer. Je sais que ça foisonne ici d'entrepreneurs. Tout à l'heure, il y avait Chloé Hermary qui a fondé l'ADA Tech School. Eh bien, je le disais au tout début, mais pour lutter contre la haine en ligne, aujourd'hui, on est impuissant. On a besoin d'outils qui nous permettent d'arrêter la commission de ces infractions et je suis intimement convaincue que ça passera aussi par l'entrepreneuriat, par l'innovation, par la technologie. Et du coup, j'appelle tous ceux qui sont ici aussi à s'engager pour nous aider à trouver des solutions pour lutter contre la haine en ligne. Rachel, est-ce que les entreprises font appel à toi aussi pour consultation, pour conseils? De plus en plus, et c'est peut-être le message que je voulais aussi ici passer, mais c'est que les entreprises ont trop longtemps été peut-être le grand oublié de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et pourtant, en se formant, et elles commencent à le faire, en mettant en place les bons process, elles sont en capacité de prévenir le fait que l'entreprise ne soit elle-même le lieu de commission d'infractions pénales. Et au-delà des infractions, par exemple le harcèlement sexuel qui peut avoir lieu, qui a souvent lieu dans les entreprises, eh bien moi je veux dire aux entreprises que dans la lutte contre les violences conjugales, elles ont aussi un rôle à jouer. Les entreprises peuvent devenir le véritable lieu refuge des victimes de violences conjugales. Il faut d'abord se rendre compte, en fait, les violences conjugales concernent un tiers des femmes en entreprise. Ça a des conséquences évidemment financières aussi sur l'entreprise. Et surtout, autre exemple, la grande majorité des féminicides, un quart des féminicides a lieu quand ? Pendant les vacances scolaires d'été et pendant les vacances scolaires d'hiver. Ce qui veut bien dire qu'en fait, l'entreprise est un lieu de protection pour les victimes de violences conjugales et on doit donner aux entreprises le moyen véritablement d'aider les victimes quand elles y sont à sortir de l'emprise et leur tendre la main parce que l'entreprise est souvent, pour les victimes de violences, la seule fenêtre sur l'extérieur. Et on revient à ce sujet effectivement de responsabilité collective d'une société qui fonctionne par interaction systématique pour comprendre et faire avancer les choses. Quelles sont les ambitions pour Stop Ficha là, dans les mois qui viennent, Rachel? Avec Stop Ficha, on continue de se structurer, on continue de grandir et on a plein de projets qui vont arriver. Mais voilà, l'idée aujourd'hui est vraiment d'avoir les moyens de pouvoir accompagner le plus grand nombre et de sensibiliser aussi tous et tous parce que oui, le féminisme est l'affaire de tous et c'est qu'en embarquant toute la société et notamment les entreprises qu'on arrivera à une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup. Merci Rachel Fleur d'avoir été avec nous. Bien sûr, vous pouvez l'applaudir. C'était un plaisir de t'avoir avec nous.